Bonjour et bienvenue au Parlement européen de Strasbourg pour une émission spéciale qui est consacrée bien sûr aux résultats des élections européennes en Europe, dans toute l'Europe. Nous serons en direct tout à l'heure de Bruxelles et nous parlerons aussi ici de Strasbourg, évidemment, on commentera. Le but c'est de donner les résultats bien entendu et on commentera et on analysera ces résultats devant vous, avec nos invités. Une petite précision qui a son importance. Nous sommes dimanche soir, ici, il est 22 h un peu passé au Parlement européen. Donc, tout ça pour dire que vous allez écouter cette émission un peu en décalé. Nous n'avons pas absolument tous les résultats de l'Europe, puisqu'on va parler essentiellement de l'Europe. Mais ces résultats vont nous on a les grandes tendances, bien sûr, et ces résultats vont nous parvenir au fur et à mesure de notre entretien. Je vous présente tout de suite nos invités. À Bruxelles, c'est David Lundy. Bonjour David. Bonjour Jean-Jacques. Et merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le chef du groupe La Gauche, chef de la communication du groupe La Gauche au Parlement européen. Ouais. On sait que vous êtes en plein travail, que c'est l'ébullition chez vous. Merci d'être là, c'est vraiment très très gentil. On attend vraiment des informations et un début en tous les cas d'analyse intéressante de votre part. Et puis sur le plateau avec moi, il y a Antoine Splay. Antoine, bonjour également. Merci d'être sur le plateau de l'Humanité. Vous êtes conseiller de l'Eurométropole de Strasbourg. Vous êtes d'ici, vous êtes conseiller municipal également de la ville de Schiltigheim. Vous êtes un élu de terrain. Vous avez fait la campagne. Vous avez été aujourd'hui également responsable d'un des bureaux de vote des élections européennes. On va parler avec vous aussi de ce côté Europe au quotidien que vous vivez et la manière dont vous avez vécu la campagne. Alors, ce soir, le Parlement européen est ouvert au public. Il y a du monde partout, ici. Évidemment, les gens commencent à réagir aux premiers chiffres qui tombent, les chiffres de France, mais surtout les chiffres aussi d'Europe, puisqu'il y a, vous allez l'entendre, il y a des gens de tous les pays, beaucoup d'Allemands qui sont venus ici au Parlement européen, par exemple. Ils viennent d'assez loin écouter. On leur a demandé, bien entendu, ce qu'ils attendaient de ces élections et puis quelle était pour eux l'importance du Parlement européen de Strasbourg. Écoutez. Je m'attendais peut-être à une surprise parce que les sondages disaient qu'il y allait avoir une montée de l'extrême droite. Et je pensais vraiment qu'il y avait une possibilité pour que la social-démocratie ou bien le PPE ou bien d'autres partis surprennent et fassent de meilleurs scores que ce que prévoyaient les sondages, mais finalement non. Je pense que d'après les résultats, les sondages avaient raison et il y a bien eu une montée de l'extrême droite. Oui, je suis très inquiète pour la future un peu de l'Europe parce qu'on voit que la droite est vraiment forte aussi dans les autres pays. Et pour moi, c'est un peu problématique parce que je suis très convaincue d'être une citoyenne européenne. J'espérais que le Parlement européen sorte une majorité en faveur du climat. Mais bon, visiblement, enfin du moins pour les résultats français, c'est plutôt une majorité relative pour l'extrême droite. Donc c'est un peu décevant, mais c'était attendu. On a ce qui était attendu, malheureusement, à mon sens, puisque la majorité qui est sortie, en tout cas pour ce qui est côté français, puisque je n'ai pas d'informations sur les autres pays européens, a mis en tête en fait des listes de candidats qui n'ont pas d'intention pour l'Europe, en fait, et c'est très dommage. Antoine Splay, vous avez suivi la campagne des Européennes à Strasbourg, je l'ai dit tout à l'heure. Je veux dire, quelles étaient les préoccupations principales des gens quand vous alliez sur les marchés, quand vous faisiez du porte-à-porte, quand vous en parlez? Qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, les électeurs qui les tracassaient? Eh bien d'abord, la campagne des Européennes, ça a été compliqué parce qu'il y avait un fort désintérêt des gens par rapport à ce scrutin-là. Mais ils en avaient quand même gros sur la patate, gros sur le cœur, et ils veulent que ça change. Et tout dépend en fait des milieux qu'on rencontre. Par exemple, dans les quartiers populaires ou aux portes des entreprises, c'était la question sociale, la vie chère, le coût de la vie qui était au cœur des échanges. Quand on parlait avec la jeunesse, c'était la question de la paix et singulièrement de ce qui se passe à Gaza, où ils voulaient vraiment une paix juste et durable. Et enfin, quand on parlait avec ce peuple de gauche-là, il y avait une inquiétude très forte sur une irrésistible ascension de l'extrême droite et avec l'envie de bloquer ça, de stopper ça. C'est un petit peu, selon les milieux, des réponses différentes, mais globalement un désintérêt sur les grands enjeux européens et on ne peut que le regretter. David Lundy à Bruxelles,
Vous avez un certain nombre, je le disais il y a quelques instants, un certain nombre d'informations qui vous arrivent de l'ensemble des pays européens. On n'a pas tout absolument précisément, mais quand même, j'allais dire, quelle est selon vous là où les tendances qui se dégagent au niveau européen? On ne va pas parler spécialement de la France, qui fait partie du groupe, mais des 27 États membres de l'Union européenne. Oui, on voit une poussée de la droite dure en général en Europe. On n'a rien confirmé, mais pour le moment, il paraît que les sondages étaient assez corrects et que la droite dure va avancer un peu dans le Parlement européen. Et l'autre tendance, c'est un peu que ça sert à une élection difficile pour les Verts en Europe en général. Pour la gauche, on sera plutôt, on va réaffirmer notre présence ici dans le Parlement. On va être capable de maintenir nos sièges à peu près 40. Mais c'est tôt dans la nuit et on va voir dans les heures à venir. Là, on parle du groupe La Gauche, bien sûr, qui regroupe plein de partis de gauche, bien sûr, au niveau européen. Il y a différents types de partis. On parle de ce groupe-là qui se tient à moitié, comme vous dites, à peu près. Oui. Pour le moment, ça va. On a des avancées importantes en Scandinavie, surtout en Finlande. Il paraît que selon les sondages de sortie, les exit polls, il paraît qu'on va avancer en Finlande et en Suède aussi. J'allais vous poser la question de la Suède, oui. Oui, on a des bonnes nouvelles aussi de l'Italie jusqu'ici et d'Irlande. Mais on va voir si ça reste comme ça plus tard dans la nuit. On va peut-être revenir faire un petit focus tout à l'heure avec vous sur certains pays que vous venez d'ailleurs de citer. Par rapport au sondage, vous le disiez, est-ce qu'il y a des surprises quand même majeures ou importantes que vous notez, vous? Les surprises pour nous, surtout, c'est la Finlande. On n'a pas attendu un tel résultat. Il paraît qu'on va gagner 3 sièges qu'on n'a jamais eu depuis la Finlande. Donc ça, c'est assez positif. Et pour le moment, les résultats pour la gauche en Italie sont assez positifs. On est par contre, oui, en quelques pays, on est un peu surpris aussi par les résultats de l'extrême droite. Pour le moment, il est possible qu'on a pour la première fois une députée européenne de la droite dure dans le Parlement européen de l'Irlande. Et ça, c'est un premier. On en reparlera non, je reviens d'un mot sur ce que vous disiez il y a quelques secondes de l'Italie. Donc la poussée de l'extrême droite qu'on a évidemment constatée au cours des mois précédents ne se confirme pas, d'après ce que vous avez l'air de dire, sur l'Italie aux élections européennes. Sur l'Italie, je n'ai pas regardé les dernières nouvelles. J'ai un exit poll depuis l'Italie et oui, c'est le parti de Meloni, les Fratelli d'Italia, etc. Et ils ont dans l'exit poll 27%, qui est assez haut. La Lega vers 9%. Et donc, pas une poussée énorme pour eux, mais la gauche se maintient, il paraît. Première réaction, Antoine Splé, de ce qu'on apprend là de Bruxelles en direct. Comment vous ressentez les choses? Je suis inquiet par rapport à la vague brune qui arrive en Europe avec les différents groupes conservateurs ou de droite très durs. Donc là, il y a un vent mauvais qui souffle sur l'Europe et ça doit obliger la gauche à trouver des solutions et à rester ce qu'elle doit être, une gauche populaire, sociale et authentique. Et je crois qu'il parfois il y a des bonnes nouvelles, comme l'a dit David, mais je crois qu'on a vraiment du pain sur la planche aujourd'hui, partout en Europe, y compris en France. On parle, un mot si vous voulez bien David, de l'Allemagne, bien sûr. C'était très attendu également, les scores en Allemagne. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez les derniers chiffres les plus précis, notamment les scores évidemment aussi là, de l'extrême droite, mais aussi des groupes de gauche et des Verts également, dont on attendait beaucoup le score. On est ici à Strasbourg, on est frontalier, on est voisins. Il y a beaucoup d'électeurs allemands qui sont là ce matin au Parlement cet après-midi, ce soir, au Parlement européen de Strasbourg.
Qu'est-ce qu'il en est? Pour l'extrême droite en Allemagne, ce que je vois maintenant, c'est 17%, qui est donc le deuxième parti au niveau national en Allemagne. Donc, c'est quelque chose assez important. Et aussi, au niveau de la gauche, on a la possibilité d'avoir deux députés de la gauche, mais un parti qui se concentre sur les droits des animaux, et trois, espérons, de Die Linke, de la gauche. Alors, Die Linke, justement, parlons-en. Les sondages, les données assez faibles. Hein. Oui. Qu'est-ce que ça donne au bout du compte? Oui, pareil, ce que j'ai vu, c'est 3% pour Die Linke, donc une réduction. Il se maintient, on sera avec 3 députés du Die Linke et 2, pas certainement, mais probablement du parti animaliste. Et vous confirmez aussi que la CDU-CSU, la droite allemande, réalise un score, elle était donnée gagnante dans les sondages, et réalise un score important. Oui, je les vois dans les exit polls que j'ai vus à 30%. Donc, il y a le CDU à 30% et après eux, c'est l'extrême droite à 16-17%. Donc, c'est un écart énorme. Antoine Splay, l'Allemagne, c'est nos voisins, on les connaît bien, vous les connaissez, vous avez des rapports entre élus en plus de chaque côté du Rhin, sur l'une et l'autre rive. Qu'est-ce que ça vous dit aussi, qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion, ce score allemand aujourd'hui? On regarde toujours d'une manière très attentive ce qui se passe en Allemagne, mais quand on voit l'extrême droite qui prospère et qui s'ancre à un haut niveau, on est... Deuxième partie. On est très inquiet. Très inquiet. Et ce qui nous regarde aussi, c'est la gauche divisée. On a aussi une percée, David n'en a pas parlé, mais d'un parti qui vient de Die Linke et sur des bases anti-immigration. Donc on est... BSW, oui. Oui, on observe et on est toujours attentif à ce qui se passe chez nous, parce que quand ça arrive à l'étranger, ça finit fatalement par arriver en France. Est-ce que, je me retourne vers vous, David, est-ce que cette scission qui est arrivée au sein de Die Linke avec Sarah Wagenknecht a été vraiment un coup dur, fatal, ça semble être le cas, porté au groupe Die Linke? Oui, je crois que quand la gauche se divise, c'est toujours difficile. Oui, je sais que Die Linke a vraiment essayé de garder les gens qui sont partis avec Sarah Wagenknecht, de les garder dans le parti pour faire campagne, pour faire la politique ensemble, mais ils ont choisi de sortir. Et je crois que c'était difficile pour la gauche en général. Pas juste pour Die Linke, mais d'avoir un autre parti avec un autre message. Les électeurs, ils sont confondus d'une certaine manière, mais aussi c'est pas bon pour la gauche en général, je crois, pour l'image de eux et pour Die Linke. On attendait beaucoup aussi en Belgique la situation, ce que ça allait donner, parce qu'on rappelle qu'en Belgique, les élections européennes étaient couplées avec les élections régionales. Donc, c'était une élection un peu particulière, et avec les élections fédérales également. Et comment ça se passe en Belgique? Quels sont les résultats? On est aussi très attentif à cette question-là, d'autant qu'il y a aussi, en Belgique, côté flamand, bien sûr, un groupe d'extrême droite extrêmement puissant. Oui, pour ça, on a vu une énorme avancée de l'extrême droite. Mais de l'autre côté, on a vu une avancée aussi de la gauche, du Parti du travail. Donc, dans le collège, dans le parti francophone, ils ont avancé. Ils ont peut-être l'occasion de gagner 2 sièges dans le parti francophone. On parle du PTB, hein? Oui, du PTB. Oui, Parti du travail. Et dans le nord, dans le parti flamand, ils sont assurés, je crois, d'avoir un député pour la première fois dans le parti flamand.
Alors, Marc Botenga, c'est le leader, un peu le leader du PTB, hein, qui est député européen, hein, qui était député européen de la mandature sortante et qui va l'être de nouveau. Je vous propose de l'écouter, d'écouter sa déclaration après la proclamation des résultats. Par rapport à notre groupe, pour y arriver tout de suite, nous voyons que dans certains pays, nous avançons de manière importante. Je pense à la Finlande, je pense à la Suède, je pense à la France et j'espère pouvoir penser aussi à la Belgique. Je vois des bonnes projections aussi pour l'Italie. Donc nous sommes positifs par rapport à cela, de voir que dans un nombre de pays, nous avançons. Au niveau global, nous espérons au moins consolider évidemment notre présence ici au sein du Parlement européen. Parce que d'autre part, nous voyons effectivement, et je suppose qu'il y aura des questions là-dessus, une avancée importante de la droite dure, de l'extrême droite, dans différents pays européens et probablement aussi au sein globalement de ce Parlement. C'est évidemment une conséquence, on a eu cesse que de le répéter, de politiques menées, politiques européennes, mais politiques aussi au niveau national par les partis traditionnels, qui ont imposé des politiques et des cures d'austérité qui ont, pendant de longues années, et je ne parle pas uniquement du dernier mandat évidemment, imposé des problèmes, des coupes et des frustrations aux gens par rapport au transport, par rapport à l'enseignement, aux services publics, les soins de santé, et qui ont créé une colère. Et cette colère, on la voit aujourd'hui dans différents pays européens et elle s'exprime de manière différente politiquement selon différents pays. Et par rapport à ça, il sera important d'avoir un groupe de la gauche fort, consolidé, afin qu'on puisse effectivement être l'opposition sociale évidemment par rapport à la montée de l'extrême droite qui n'offre aucune solution sociale aux travailleurs en Europe, mais aussi par rapport à des politiques qui ont créé un désastre social partout en Europe, des inégalités au sein des pays et aussi entre les pays. Et il sera important que notre groupe soit alors une voix pour les travailleurs, pour l'égalité, pour le social et effectivement pour une transition climatique juste. Vous nous parliez tout à l'heure, David, de l'Irlande, et également un des pays importants, un des pays qu'on avait un peu dans le collimateur, avec des partis de gauche notamment qui nous intéressent. Quels sont les résultats? Est-ce qu'on sait précisément les choses ce soir? On avait des élus de gauche, du Sinn Féin notamment, très connus, qui occupent la scène au Parlement européen. Ils sont très présents, on les voit sur les réseaux sociaux, etc. Ils font entendre leur voix sur notamment les grandes questions internationales. Et où est-ce qu'on en est ce soir? Donc, dans les sondages, pendant les dernières semaines, c'était très positif pour Sinn Féin. Pour le moment, sur les sondages d'aujourd'hui, ce que les gens sont en train de parler, c'est d'une avancée, mais pas comme on a attendu. Beaucoup de gens ont voté en Irlande pour des candidats indépendants. En général, parce qu'on a eu des élections municipales aussi, et on a vu cette tendance très, très forte pour les indépendants. Donc, on aura, je crois, quelques députés européens, des indépendants de gauche, comme on a maintenant, et Sinn Féin aussi. Je crois que à Dublin, dans les circonstances de Dublin, l'ancienne députée Lynn Boylan, elle est bien placée pour prendre un siège à Dublin. Mais on a le système très, très compliqué des transferts. On peut transférer des votes entre des candidats. C'est tout un problème mathématique qui va durer pendant toute la semaine, je crois. Ouais. Surtout pour les derniers sièges dans les grandes circonstances. On n'a pas parlé, David, encore de l'Espagne, évidemment, qui a énormément aussi d'importance pour nous, énormément d'importance également à gauche, bien sûr. La situation était là aussi complexe. Podemos était présent, on le rappelle, au Parlement européen, avec 6 sièges, plus de 10%. Où est-ce qu'on en est, là, ce soir, en Espagne? Oui, ce qu'on voit jusqu'ici, c'est que Podemos a fait un score pas mal, vers 4-5%. Donc, ça donne 2 sièges pour Podemos. Pour Sumar, ça sera plutôt
6%, je crois, et ça veut... Le nouveau groupe de gauche, Sumar, on rappelle. Sumar, oui, il y a Izquierda Unida qui est, là-dedans aussi. Donc, on espère pour Sumar, en général, 3-4 sièges. Mais eux, ils vont être entre les Verts et entre la gauche dans le Parlement européen. Donc, si... on espère d'avoir 2 sièges pour la gauche de Sumar. C'est ça, ce qui veut dire que globalement, au niveau de la représentation des partis de gauche, on va dire au Parlement européen dans la future mandature, on n'aurait pas trop perdu. Non, je ne crois pas. On maintient. Je dois dire aussi, pas en Espagne, mais dans l'État de l'Espagne, on a le retour des Basques de Bildu. Qui vont élire un député de gauche aussi. Donc, ça, c'est assez positif. Je crois qu'en général, on maintient les numéros. Un autre pays qui était attendu, évidemment, pour les problèmes que ce pays connaît avec l'Union européenne depuis maintenant des années, c'était bien sûr la Grèce. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui du score en Grèce, avec notamment Syriza, qui, je crois, fait un... Je ne sais pas si on a le score définitif, mais qui a fait un score assez correct. Oui. J'ai vu 16%, 16, oh non, excusez-moi, je dois chercher. Oui, c'est un peu plus haut, oui, je crois, oui. Oui, j'ai vu 17 ou 16% pour Syriza, donc assez fort comme campagne. Et l'autre parti qu'on a dans la gauche, la nouvelle gauche, mais je n'ai pas les numéros devant moi, donc je ne veux pas dire des bêtises. Est-ce qu'ils passent la barre des 5 Est-ce qu'ils ont des élus? C'est ça la nouvelle gauche? Vous savez ça ou pas? Je crois qu'ils sont très très proches du... c'est 3%, je crois, en Grèce. C'est ça. Avoir député. Et oui, ils sont vers 3-4%. On avait un élu, un grec assez connu, qui était à Syriza, puis qui après fait partie maintenant de la Nouvelle Gauche, qui s'appelle Stelios Kouloglou, que vous connaissez, parce que ça a été une grande figure du Parlement européen, qui était là avec la liste de la Nouvelle Gauche, et on ne sait pas à l'instant même s'il est encore élu, on va se renseigner. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voyez d'autre, David, comme conséquence, j'allais dire maintenant, suite à tout ce qu'on vient de dire, comme conséquence politique pour la gauche européenne à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'on va peut-être plutôt se concentrer d'être la force de l'opposition du fascisme dans le Parlement européen, se monter de l'extrême droite. Et ici, il faut le dire, je crois que ça va changer un peu à Bruxelles, ça va changer l'atmosphère aussi dans le Parlement, à Strasbourg aussi. Dans quel sens, pardon? Dans quel sens, quand vous dites que l'atmosphère va changer, comment vous voyez les choses? C'est une pouvoir d'être très sans garde, d'être très agressif, je crois, avec leurs propos, et une institutionnalisation de l'extrême droite. C'est ça le danger, je crois, de les voir avec les pouvoirs dans une institution comme ça, avec les pouvoirs sur les politiques en concret, avec les négociations, avec le Conseil, la Commission, de voir l'extrême droite en menant ça, c'est autre chose qu'on n'a pas vu avant, et on va travailler pour arrêter ça, pour prévenir ça. Je vous repose la même question que j'ai posée d'une autre manière à Antoine Splay tout à l'heure. Quels sont les facteurs principaux, j'allais dire, si on regarde un peu l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne, quels sont les facteurs principaux qui ont décidé de ces résultats? À quoi est-ce que vous les attribuez, ces résultats? Je crois qu'il y a une insécurité énorme en Europe. On a vu pendant la pandémie et après avec la crise des prix, on a vu une inégalité, une insécurité énorme en Europe qui a créé
une atmosphère de peur, de beaucoup de peur chez les électeurs. Et je crois que ça, c'était une grande influence sur la campagne. Et oui, ça, c'est quelque chose aussi que l'Union européenne a joué sa part, a créé, on peut argumenter comme ça, que l'Union européenne a créé une situation. Oui, il a contribué beaucoup à l'insécurité, à l'inégalité pour les gens depuis les derniers 5 ans. Alors, ce qui est très... je vous pose la question à vous, Antoine Splay. Ce qui est très curieux d'une certaine manière, c'est que, et vous êtes un élu de terrain, ici on est en Alsace, on a connu un certain nombre de mouvements. Les mouvements sociaux ont été forts, ont été très forts au cours des mois précédents. On peut même remonter jusqu'aux Gilets jaunes, j'allais dire. On a eu les Gilets jaunes, on a eu les mobilisations sur les retraites, on a eu les mobilisations très récentes, il y a quelques mois, des agriculteurs, des mouvements sur le climat de jeunes qui ont été extrêmement importants. Il y a presque une contradiction entre toutes ces mobilisations très fortes. Je pense par exemple, prenons le cas des retraites, où jamais ici en Alsace, à Strasbourg, on avait vu les anciens disaient qu'il y a 30 ans qu'ils n'avaient pas vu des manifestations aussi importantes. Donc on a eu des mobilisations sociales, des mobilisations pour le climat, des mobilisations agricoles, des mobilisations des Gilets jaunes également. Aujourd'hui, dans les manifestations qui ont eu lieu hier, dans les manifestations qui ont eu lieu contre la 69, on a vu que les Gilets jaunes étaient de retour. Donc il y a presque une contradiction entre ces mobilisations sociales qu'on a vues très très fortes au cours des mois précédents et le fait que finalement, dans les urnes, on ne retrouve pas ça. Effectivement, il y a cette contradiction et je crois que l'enjeu pour toute la gauche et notamment pour le Parti communiste, c'est comment on la dépasse en fait. Et là, on n'arrive pas à trouver les solutions aujourd'hui pour la dépasser. Il y a des revendications populaires très fortes, des aspirations populaires très fortes, mais électoralement, une partie de celles et ceux qui ont intérêt au changement, ils se retrouvent à voter pour l'extrême droite. Et on n'a pas encore réussi à arracher tous ces travailleurs, toutes ces travailleuses sous l'influence de l'extrême droite. Et je crois qu'on a un enjeu central, c'est remettre la question sociale à l'ordre du jour. Et dès lors qu'on met les luttes et la question sociale au cœur du débat public, l'extrême droite, elle est aphone. Voilà. Et donc il y a vraiment un vrai travail pour faire monter les revendications populaires et créer les convergences et créer un récit commun, finalement, de jours heureux, d'une autre Europe que celle qui nous est proposée par les libéraux et par les fachos. David, je me retourne vers vous à Bruxelles. Vous l'avez entendu il y a quelques minutes, le président de la République en France tient compte des élections, des résultats des élections. On ne va pas parler de la France en détail, bien sûr, hein, mais quand même, ça concerne toute l'Europe. Le 30 juin, il y a dissolution de l'Assemblée nationale et législative le 30 juin, donc dans quelques jours. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau européen que ces élections déclenchent d'autres élections extrêmement importantes? La question que je vous pose par là, c'est est-ce que les résultats des élections européennes au niveau des pays européens, vont avoir de l'importance dans les pays et en Europe, mais dans les pays eux-mêmes, bien entendu? Oui, je crois que ça va impacter beaucoup les négociations ici à Bruxelles sur les institutions, la position du président de la Commission, la position du président du Conseil, le remplacement pour Josep Borrell comme haut représentant pour les affaires étrangères. Donc tout ça va être discuté en juin et en juillet ici à Bruxelles. Et si on n'a pas la stabilité ou si on ne sait pas qui est le leader de la France, quelle est la position de la France dans ces débats, c'est assez énorme parce que c'est le deuxième plus grand État membre et normalement la France a une voix très très importante dans ces négociations. Donc oui, je crois que ça va créer une difficulté assez importante. On se quitte sur cette idée, cette conclusion. Merci infiniment à vous, David Lundy, depuis Bruxelles, de nous avoir donné les informations et commenté, analysé ces résultats. Merci à vous également, Antoine Splay, ici, sur le plateau du Parlement européen, Strasbourg. Vous allez retourner, bien sûr, sur le terrain très rapidement. Merci à vous deux. Et merci à vous qui nous avez suivis. On continue bien sûr à suivre ce qui se passe au Parlement européen et dans l'Europe en général. Au revoir.
Bonne journée à tous. Merci, au revoir.